Alors, ce que montre aussi ces flagrants Ferrari, mais c'était vrai déjà aussi de L'Homme qui marche, même si le contexte était différent, c'est une très grande proximité avec la nature et avec le monde animal. Et moi, il m'a toujours semblé que cela soulignait le côté très japonais de votre travail. Contrairement à ce qu'on avance souvent, on vous présente souvent comme un auteur asiatique qui aurait quelque chose d'européen, voire de français. Moi, ça m'a toujours paru excessif de dire ça, parce que je crois, et il me semble que Fouari en est un exemple, que votre vision du monde est fondamentalement japonaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis là Est-ce que vous pourriez, si oui, nous expliquer en quoi? うん、そうですね。Voyons, あまり書いてて je あま dois り vous 意識 dire しなかった que ことを lorsque 質問されてなかなか je réalisais 答え cette るの œuvre, 難しいん je ですけ dessinais ど、tout cela, je n'avais pas 自 cela 然 clairement à と l'esprit, 人間という、 bien que tout cela n'était pas très ことは conscient. もう絶対 Mais に欠かせない。自然 finalement, がなければ人間はまあ donc 生きていけない l'être わけ humain ですか ne ら、 peut vivre その qu'au sein de la 辺 nature. の表現をもう Donc il était まあ無意識の important, うちにやってるのか donc なと peut-être は que 思 j'ai います。 exprimé tout cela むし même ろ de manière inconsciente. 日本的なもの Et を bien 書こう plutôt, として donc 書いてるわけじゃなく je て、 n'ai pas なんか voulu こう représenter quelque なんで chose す de か bien ね、自 japonais, 分が感じてること mais ですかね。 finalement それを ce que je ressentais, 物語にできたらいいなと思っ et てい je つ me も suis toujours dit, ça serait tellement bien que cela passe, やっ cela ぱり、 apparaisse clairement dans... 今こういう dans ふうに l'histoire. 忙しくなったり、 Et まあ là, いろ le んな fait d'être par exemple très occupé, 事故が起こったりもしてるんですけ et ど、 c'est vrai qu'il y a やっぱり parfois certains accidents, 自然との調和みたい mais なものを l'harmonie こう avec 大事にして la nature, 生 c'est き bien て ce ほ qu'il し faut いなっていう気 privilégier, 持ちは préserver. ちょっと込めて漫画の Et 中 je に表 serai... 現しています。 Donc j'ai essayé de faire passer ce message, donc ce sentiment-là. Je veux également y aborder, toujours en restant sur Fouari, sur lequel j'ai choisi de m'attarder un peu, encore une fois, parce que c'est un livre auquel je suis moins particulièrement sensible. Je voulais aborder un aspect de votre travail et de votre réflexion qu'à mon avis on ne met pas assez en avant lorsqu'on commande votre œuvre, qui est la bienveillance. Je trouve que le héros de Fouari, on le voit à cette image, c'est un homme bienveillant. Il pose un regard sur les choses et les êtres qui est un regard bienveillant. Il me semble que vous-même êtes un homme bienveillant. Pour vous fréquenter maintenant depuis un certain temps, je ne crois pas me tromper. Est-ce que finalement ce personnage qu'on voit évoluer dans Fouari, il n'est pas un autre vous-même? Est-ce que ce n'est pas Jiro Taniguchi tel qu'il aurait pu arpenter le monde d'Edo au XVIIIe siècle? そうですね。キャラクター En は fait, どうしてもそ donc の ce personnage, alors, forcément, なんかなje い devrais ろい dire ろ que 考えるんですけど、 en fait, どうしても toutes そ sortes の de 自分を pensées 出さな traversent いようにしようと思っても、 son esprit 何かしら自分が出てしまうという forcément こ on とで、 dit il ne faut pas que mes sentiments 漫画 personnels は transparaissent, mais 漫 finalement 画描 cela くという apparaît 行 quand 為で même. 自分をこ Et le う fait donc さ de らけ出すみ dessiner たいなとこ des ろもある mangas, の il で、 y a par certains 自分 aspects, の嫌な部分 on もlaisse 書かなきゃ exprimer いけない tous という nos ところも sentiments あるんですけど、 et parfois on est même できる obligé だけ donc de そ laisser, の de montrer キ même ャラクタ certains aspects, pas ーに forcément donc 感情移入してもらいため positif. こういろ Et ん pour な que le lecteur こう puisse 感情 s'identifier とかそういうも tous の les を sentiments, どういうふうに表現したらいい donc のか comment というのが一番 exprimer 考 les えてます sentiments, だから j'ai その toujours, 自 je 分が garde tout ce, 体験したことと donc か tout そういう cela もの à が l'esprit, tout ce やっ que ぱり漫画の toutes 中に les 反映されてるの expériences か que な j'ai と vécues 思って forcément ますが、 donc cela や donc passe っ dans ぱ le り manga 人間って一面だけじゃなくていろ et んな pas 面を持 seulement っているので、 donc un être humain a toutes sortes de 優しいだ facettes. けじゃなくて Je ne なんか suis いろ pas んなことに seulement 文 un 句言ったりいろ homme んな gentil, parfois il 問題がい m'arrive ろんなこと de me があった plaindre, りしてい ou ま bien す si ので、 quelque chose ne me plaît かな pas, り理想的な je キャラ n'hésite クタ pas ー à には dire なってる ceci と ou 思いま cela, す。 mais là, bon, peut-être c'est un homme plutôt idéal. Là, je projette à l'image la dernière planche de Fouari qui, me semble-t-il, met en évidence un autre thème que l'on rencontre souvent dans votre œuvre, qui n'est pas forcément toujours beaucoup relevé, et qui est la connivence entre un homme et une femme. Cette forme de confiance sereine qui est le ciment des couples durables. J'aimerais bien que vous nous commentiez cela, parce que je crois que, il me semble que c'est un thème qui est important chez vous, et je vois que vous nous disiez pourquoi c'est important. そうですね。こ Voyons, の en
フラーレに関してです Donc, がちょっと concernant donc 言えないですが、他の l'œuvre, 作 je 品 ne は sais ま pas た si 違 cela う se limite タ proprement イ à プのもの Fulali もある parce の que で、 bon, フ cette ラーレに œuvre est 関 à しては quelque chose 奥さん de とそ spécifique, の mais dans ce cas 主人公です précis, ね、 il そ y a の le 関係 personnage をなんか principal et son こう épouse. 温かい眼差し Et で la 描いてみ relation たいと qu'il 思っ les て lie, j'avais voulu les 描いたんです représenter けど、 avec un regard bienveillant, chaleureux. 二人の関係の感 Et じ la よさみたいなも relation のです donc かね、そういうも qui の les を lie, 表現したいと思って ce 書 qu'elle きま émane した。 de positif, c'est ce que j'ai voulu 最終的に représenter. Et 今 en dernier 映ってる ressort, 後ろ ce 向きの que 構図 vous にしたの voyez は à l'écran, これ cette からの planche, そ donc on の les voit de dos, 二人の on voit le couple 行 de 方は dos, どうなるんだろうみたいな感じでquelle est leur 最後終わるっていう destination, のは vers où 私の中にはいく donc, つか se あります。 dirige-t-il. Donc j'ai quelques réponses, mais enfin. はい、お願いします。 Alors là, je rebondis avec une question que je n'avais pas prévu de poser, mais c'est vous qui m'avez tendu la perche. Vous parlez de ces personnages qui s'en vont de dos, et je sais que vous dites souvent que c'est une manière d'exprimer ce que ressentent les êtres humains de les regarder de dos, et que de parvenir à les représenter de dos, c'est une manière pertinente et rarement pratiquée de mettre à l'image les émotions des hommes et des femmes. そうですね、 Tout à fait. 私が En effet, 漫画をずっと dans 描 mon いて cas きてて気が précis, ついた donc ことがあった tous les のは mangas そ que の j'ai dessinés, réalisés, ce まあ que 日本の漫画なんで j'ai すけど、 ressenti, bon, il s'agit de mangas japonais. 見栄を切るというんで En すかね、 fait, その il y a une 歌舞伎で言えば expression, 見栄を切るみ c'est た un いな petit peu donc 動 se 作が montrer, il y 漫 a 画で un 表現 geste され même て、 dans le まあ、 kabuki, 結構大 montrer げさ sa な fierté, 感じで c'est-à-dire faire un 表 geste 現 de されるってい manière うこと excessive. 漫画表現が多かったんですけど、 Donc il y avait ce じゃあそ type の反 d'expression 対をやってみたらどう qui かなと思って apparaissait souvent et je me suis dit pourquoi ne pas faire le contraire. Donc ça, j'ai essayé de relever le défi, y compris dans l'homme qui marche. Et même de dos, peut-être que l'on peut exprimer quand même un sentiment, non pas montrer le visage, mais de haut aussi. Donc avec cet angle-là, peut-être qu'on peut transmettre un autre type de sentiment. Et par la suite, j'ai multiplié certaines expériences. Ainsi, donc, lorsqu'on représente le personnage de dos, on peut quand même bien souligner le fait qu'ils vont de l'avant. Et donc, on retrouve souvent des personnages de dos. Nous quittons Furari pour aborder un autre ouvrage qui est le journal de mon père. Alors un ouvrage majeur, hein, à tout point de vue dans votre œuvre, majeur parce qu'il concentre un grand nombre des thèmes qui sont essentiels pour vous et que l'on voit revenir régulièrement au fil des livres, les racines, les origines, la famille, la filiation. Je voudrais que vous évoquiez, comme on l'a fait pour les précédents, ce qu'a été la genèse de ce livre, ses origines. Qu'est-ce qui était pour vous, à l'époque où vous l'avez élaboré, le principal propos, le principal motif de cet ouvrage? そうですね、これは、本当にもうどの質問もこう長い話になっちゃうんですけど、 Donc si je vous explique en détail, j'aurais besoin de beaucoup de temps, 私が高校を卒業して上京、j'ai quitté le 高校 lycée, 卒業して18ぐらい j'ai eu の mon 時に diplôme, 上京して、 donc vers 18 ans, donc je suis allée à la capitale, したんですけど、 donc à Tokyo, je suis devenue assistant. 15年ぐらい Et pendant une 田 quinzaine 舎には帰ってなく d'années, て、 donc pendant 15 ans, je n'étais pas rentrée dans ma province d'origine, donc je n'ai pas rempli mes obligations de piété filiale. Et lorsque je suis retournée dans ma région d'origine, こんなに après ふるさと 15 があ ans, ってje me 僕は suis 本 dit, 当は幸せだったんだと思って、 je ne m'étais Mais pas ça rendu fait compte carrément- du bonheur que j'avais なんか鳥 d'avoir 取 pu を舞台に grandir し dans て une なんか漫画が描けないのかと dans 思っ cette て、 région. Et je me suis dit, pourquoi ne pas représenter le 編集に Totori? 話しました。 Et j'en ai そうする parlé. と Donc こういう à 話を書きたいん l'éditeur, だけど、 je dis, je で voudrais OK を faire une histoire, もらったわけですが、 ce type d'histoire. Et on m'a donné l'accord. Alors vous avez employé un mot ici qui est un peu déroutant, je pense, pour les Français, qui s'appelle la piété filiale. Alors moi je connais bien l'Asie, je sais ce que ça veut dire, mais je pense que ça serait bien que vous expliquiez ce que c'est que la piété filiale pour un Japonais ou une Japonaise. Parce qu'on n'a pas la même appréhension de cette chose-là ici en Europe. そうまた難しい質 Donc 問なんで encore すけ une ど、 question bien これ difficile. は
fait, lorsque l'on parle de piété filiale, c'est peut-être une image, on ne peut pas dire il faut faire ceci ou cela, mais c'est le sentiment de reconnaissance que l'on éprouve vis-à-vis des parents. Et je me suis dit que pendant longtemps, ce sentiment donc, avait été insuffisant. Donc, je me suis rendu compte, donc, en dessinant donc, ce manga, et justement pour exprimer mon sentiment de reconnaissance vis-à-vis de mes parents, c'était une motivation pour réaliser ce manga. Alors, dans ce manga, vous évoquez donc les relations familiales et vous évoquez beaucoup l'enfance avec un mélange de pudeur et d'émerveillement. Et vous montrez bien à quel point les relations qui se nouent à l'intérieur d'une famille sont importantes à cet âge de la vie et sont importantes pour la construction de ce qui va devenir un adulte. Est-ce que ce que vous décrivez, cet enchantement de l'enfance, ça ressemble à votre propre enfance et à quoi ont ressemblé vos jeunes années à vous? Lorsque j'étais enfant, toute la période où j'étais enfant, donc cela finit par disparaître de nos souvenirs. Mais lorsque j'ai réalisé cette histoire, donc j'essayais donc à tâtons de retrouver donc tous ces souvenirs d'enfance et comme grande expérience, il y a eu l'incendie du Totori et je sais que ma famille a connu de très grandes difficultés à ce moment-là. Mais finalement, quand j'étais enfant, je n'avais pas ressenti toute la difficulté de ces moments-là. Au contraire, dans de telles circonstances, je me suis dit c'est plutôt rare de connaître de tels événements. Bien sûr, j'avais eu peur, mais en même temps, je ne pense pas que j'ai connu les difficultés autant que mes parents, et cela me pousse encore à dire vraiment je suis désolée vis-à-vis de mes parents. Donc je me suis appuyée sur mon expérience pour réaliser ce manga. Alors vous venez vous-même d'évoquer ce que je voulais aborder dans ma question suivante, qui étaient certains événements de votre vie, comme ce grand incendie, en effet, qui a dévasté votre ville natale, Totori. Quelle place occupe ce drame-là dans la construction de votre imaginaire? Voyons. Donc le déclic qui m'a poussé à réaliser ce manga, en fait, la coopération sans la coopération de la famille, on ne peut pas donc surmonter les malheurs ni réaliser la reconstruction. Il y a également donc la remise en état aussi, essayer de se ressaisir même psychologiquement. Ça, j'en ai pris conscience une fois adulte. Et ce grand incendie de Totori, c'était quand même un grand événement pour moi. Et cela a eu également un impact sur mes œuvres de manga. Vous m'avez dit récemment, lorsque nous sommes vus il y a quelques mois au Japon, à Totori et à Tokyo pour préparer votre exposition, que vous ressentiez la nécessité de représenter cet événement, cet incendie, par le dessin, comme pour le tenir à distance, comme pour le conjurer, comme pour l'éloigner, et il fallait que vous le dessiniez. Cette fois-ci, donc non pas le journal de mon père, mais à l'époque, c'est pas Meiji, mais lorsque je représente une œuvre de l'époque Taisho, il y a donc certains sinistres importants, par exemple le grand tremblement de terre de la région du Kanto, et j'ai voulu délibérément représenter de telles scènes. En effet, parce que je sais très bien que les séismes ont eu des répercussions très importantes dans l'histoire du Japon. Pour finir notre passage très rapide sur le journal de mon père, moi j'avais une question aussi sur cette idée du passé et cette idée de la nostalgie. Je sais que le passé vous intéresse, c'est une évidence, mais quelle est la nature exacte du regard que vous portez sur les événements du passé? Est-ce que c'est de la nostalgie, du regret? Est-ce que c'est autre chose?
Il y a toutes sortes d'événements qui ont eu lieu dans le passé, et sans le temps donc, du passé, le présent n'existerait pas. Et le temps présent, donc représenter le présent, c'est possible, mais par contre, dessiner le futur, c'est plus difficile. Et donc, ce que l'on peut représenter dans le manga, et ce dont on peut faire une histoire finalement, ce sont les expériences passées, que par exemple, donc, on inclut ces expériences du passé pour créer une histoire, c'est plus facile à faire. Donc c'est peut-être ça l'élément déterminant. Avant d'aborder le livre suivant, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu à travers une seule image, qui est celle qui est derrière nous, sur l'un de vos récits courts que j'aime particulièrement, qui s'appelle, en français, « Avoir un chien ». Alors, je la résume pour ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà, c'est le récit d'une famille vue de l'intérieur qui voit mourir son vieux chien et qui va devoir lui dire au revoir. Et puis après, il y a des flashbacks qui racontent comment il y a une relation très forte qui s'est nouée entre cette famille et ce chien. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. Quel était le point de départ de ce récit particulier? Oui, vraiment. Donc, il s'agit d'une expérience que j'ai véritablement vécue. J'avais un chien donc, qui est mort. Et lorsque il est décédé, je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas en faire un manga? Je suis allée trouver mon éditeur et je me suis dit que donc, ce type d'histoire, peut-être que cela ne va pas rencontrer un grand succès. Mais comme histoire, il s'agissait d'une expérience personnelle réelle. Donc parfois c'est difficile d'avoir un animal domestique, un chien. D'autres moments sont très agréables. J'ai voulu représenter tous ces sentiments. Et donc accompagner son chien vers la mort, bien sûr, on n'y pense pas lorsqu'on a son chien avec soi. Et donc accompagner son chien jusqu'à la mort d'un chien, la mort d'un être humain aussi, c'est le même cheminement et c'est cela que j'ai voulu exprimer. C'est toujours, on pense toujours que je veux pas que les personnes aient des chiens à la légère chez eux. Il faut en prendre soin et c'était cela que je voulais faire passer comme message dans cette histoire. Mais alors là, vous évoquez la mort du chien, mais je trouve que ce qui est très fort dans cette histoire, que vous avez magnifiquement traité, c'est la connivence et l'étroitesse du lien qu'il y a tout au long d'une vie, même d'une vie d'animal, entre un être humain qui peut se bâtir entre un être humain et un animal. Là, ça, je trouve que c'est très fort et il me semble justement que c'est très universel. Est-ce que vous aviez le sentiment de cette universalité-là en composant cette histoire-là? Ou est-ce que c'était seulement bâti sur le ressort du chagrin et du regret? Voyons, donc finalement, j'ai fait cette expérience et la mort donc, de mon chien, c'était une expérience plutôt traumatisante. Et le fait de l'exprimer dans une histoire, je voulais bien le représenter dans une histoire. Et le fait d'avoir un animal domestique, je ne voulais pas que les gens aient des animaux chez eux à la légère. Les êtres humains, les animaux, cela participe d'une même démarche, mais donc sur la mort, donc en temps normal, donc ce sujet n'est pas abordé, mais je voulais simplement dire que ce type de moment pouvait également se produire. Plus généralement, et ensuite on passera à un autre livre, plus généralement, cette histoire me permet aussi d'aborder la question de la représentation des animaux dans votre œuvre. Je voudrais essayer de comprendre, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi ils sont si nombreux. Qu'est-ce qui vous intéresse si fort chez les animaux? Est-ce que c'est un intérêt plastique qui est l'intérêt d'un dessinateur, d'un plasticien pour un sujet vivant, ou est-ce qu'au-delà de cet intérêt plastique, il y a aussi une forme d'intérêt plus émotionnel ou peut-être plus philosophique?
En fait, je n'ai pas toutes ces idées compliquées en tête. J'aime bien de toute façon, depuis enfant, représenter les animaux. Et tout à fait par hasard, lorsque j'ai été assistant d'un maître de manga. Donc c'était un géant dans le domaine des mangas d'animaux. Et donc à nouveau, j'ai pu être confrontée à des représentations d'animaux. Et lorsque l'on représente, j'étais très contente de représenter des canidés, enfin des animaux dans la famille des chiens. Et donc, ce qui m'a menée à cette histoire centrée sur un chien. Et finalement, les animaux sont fidèles à l'être humain, ils ne mentent pas. Donc peut-être que cela fait que c'est plus facile à représenter les animaux. Et souvent, il m'est arrivé de les représenter. Et finalement, les mammifères, j'arrive bien à exprimer leurs sentiments. Les chiens, les ours, les chats, par exemple. On passe maintenant à un autre album qui occupe une place particulière dans votre œuvre, puisque d'abord, techniquement, c'est un album en couleur, qui est une chose assez rare dans votre bibliographie, et qu'il s'agit aussi d'un album plutôt destiné à la jeunesse. Il s'agit de La Montagne Magique. Ce qu'il faut dire tout d'abord à propos de ce récit, c'est que son cadre, c'est votre ville natale, Totori, et je sais, pour en avoir parlé avec vous récemment, que cette ville occupe une place particulière pour vous dans votre imaginaire d'artiste. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que cette place, ce que c'est que Totori pour Jiro Taniguchi? J'ai déjà abordé ce point précédemment. J'ai grandi à la ville de Totori jusque lorsque j'étais lycéen, jusque vers 18 ans. Et tout ce que j'ai vécu dans cette ville, ce ne sont que des choses importantes, déterminantes. Et lorsque je devais réfléchir à des histoires, c'était plus facile d'inventer une histoire avec pour décor Totori. Et tout ce que j'ai vécu enfant, tous ces événements étranges, et j'ai souhaité en faire des sujets de manga. Ce que vous dites souvent à propos de Totori, et je vous ai entendu le dire, ça évoque pour vous une certaine douceur, l'idée de quelque chose de, là encore, de bienveillant, on y revient, et presque de tendre. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, ça? Donc pourquoi? J'aurais du mal à trouver une réponse aisément, mais pour moi, je pense que ces expériences, étaient plus facile de les transposer en manga. Et finalement, j'ai retenu Totori comme décor de ces histoires. À la différence de Tokyo, à Totori, j'ai l'impression que les gens mènent leur vie avec un rythme beaucoup plus lent. Personne n'est pressé, tout le monde prend son temps. C'est une ville de province et c'est bien différente de Tokyo, où la vie est trépidante. La montagne magique qui donne son titre au livre existe vraiment. Je vous l'ai montré tout à l'heure, celle qu'on voit ici à l'image derrière nous. Et en fait, il s'agissait, cette montagne, qui est pas une grande montagne, mais de l'un de vos terrains de jeu lorsque vous étiez enfant. Je vous ai entendu dire que cette montagne vous faisait du bien lorsque vous la retrouviez. J'aimerais bien qu'on essaie d'approfondir davantage pour le public qui nous écoute aujourd'hui qu'est-ce que c'était que ces émotions que vous inspirait ce lieu-là et quelle était finalement cette magie qu'évoque le titre. Voyons, en fait, nous sommes en province, à la campagne. À l'époque, nous n'avions pas de télévision, ni de jeux vidéo. C'était une époque comme cela. Pour cette raison, les enfants allaient jouer en pleine nature, à côté de chez eux.
parfois il y avait des vestiges de châteaux féodaux, toutes sortes de choses subsistaient. Il y avait des douves aussi autour des châteaux. Donc on pêchait des écrevisses. Donc tous ces petites expériences qui jalonnent donc la vie d'un enfant m'étaient restées en mémoire. Et dans les pierres des douves, il y avait un trou. Et on pensait, donc, lorsqu'on était enfant, que cela nous mènerait quelque part, donc un endroit secret qui permettrait de fuir. Donc cela m'avait toujours passionné. Et toutes ces expériences qui avaient eu lieu dans cette montagne magique, j'ai voulu donc les représenter dans un manga. L'histoire très touchante que vous racontez dans la montagne magique a beaucoup à voir, justement, on le voit à l'image, avec l'émerveillement de l'enfance, avec cette faculté qu'on a quand on est petit à voir au-delà peut-être de la réalité qui est en surface. Quel regard portez-vous aujourd'hui, que vous êtes un homme mûr, sur cette période de la vie? Comment vous la qualifiez? Donc c'était une histoire un petit peu fantastique. Lorsque j'étais enfant, j'avais vraiment cette pureté d'âme. On ne se pose pas de questions, on va pas donc on ne doute pas des choses. C'était cela que je voulais exprimer. Il y a les rêves de l'enfant, de l'adolescent, tout ceci. Je voulais l'exprimer et j'avais l'impression d'être redevenue donc un jeune garçon, et c'était assez plaisant à réaliser. Une fois encore, dans ce récit de l'enfance, il y a aussi en filigrane une discrète dimension fantastique. J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus parce que ce n'est pas un outil que, me semble-t-il, vous utilisez très souvent dans vos livres. Donc je voulais savoir pourquoi vous l'aviez mis en avant dans ce livre-là. Est-ce que c'était simplement parce que c'était un outil, un instrument au service d'une narration, ou bien est-ce que le fantastique et ce qu'il permet en termes d'imaginaire est une forme d'expression qui vous intéresse en elle-même, et pourquoi? Voyons, donc tout ce qui est fantastique, souvent, je ne le représente pas souvent. Mais là, cela me permettait de représenter toutes sortes de choses, ce qui m'a poussé à faire du fantastique. Et pour les dessins, bien sûr, il y a l'influence de Mébius. En effet, par exemple, les réincarnations de certains poissons, ou bien les animaux qui sont les gardiens de la montagne. Et c'est ce qui m'a poussé à faire du fantastique. J'ajoute une question que je n'avais pas prévu de vous poser à propos de la montagne magique, mais qui me frappe tout à coup en refaisant défiler les quelques images que nous regardons. C'est la parenté avec le monde de Mébius, que vous avez par ailleurs exploré dans un livre que tout le monde connaît ici, je pense, qui est Icare, et dont on ne parlera pas davantage dans cette séance. Mais est-ce que ici aussi l'esprit de Mébius vous a accompagné lorsque vous avez conçu et réalisé la montagne magique? Tout à fait. Donc cela saute tout de suite aux yeux. Tous les paysages de Mébius, donc j'ai essayé de les imiter à de nombreuses reprises, en m'y reprenant à de nombreuses reprises. Donc j'ai fait des variations, mais finalement ça reste peut-être du Mébius. Dans les BD, donc en regardant les bandes dessinées, donc j'ai été influencée par les anciennes bandes dessinées. Peut-être que tout cela a été sublimé, transformé. Alors on va passer maintenant à un autre livre. On quitte le monde de l'enfance, mais pas celui de la montagne.
puisque maintenant nous allons parcourir une autre de vos œuvres majeures qui a été récompensée par le prix du dessin au Festival d'Angoulême en 2005 et qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Vous aviez reçu 2 ans auparavant le prix du scénario pour Quartier Lointain en 2003, dont on ne parlera pas non plus, donc j'en suis désolé pour ceux qui espéraient qu'on s'attarde, mais voilà, c'est la subjectivité de mes choix. Donc on parle du Sommet des Dieux. Alors là aussi c'est important peut-être qu'on raconte quelles ont été les prémices, les origines de cette histoire que vous avez développée, je le rappelle, en collaboration avec un écrivain qui s'appelle Yumimakura Baku. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet-là et à son lancement au Japon? Cette œuvre-là, donc au départ il y a donc le roman de Yumimakura Baku. Le romancier m'a demandé est-ce que vous ne pourriez pas en faire un manga. J'avais déjà lu son roman et je souhaitais vraiment donc en faire le dessiner en manga avec le romancier Yumimakura Baku. Donc il y avait une autre œuvre donc, qui représente un lutteur professionnel. Donc je voulais donc à tout prix réaliser donc cette œuvre. Mais alors, quelle était la motivation? Qu'est-ce qui vous avait plu à ce point dans cette œuvre-là, dans ce roman-là? Qu'est-ce qui était le point d'attraction pour vous, à un point tel que vous souhaitiez le transposer en bande dessinée? En fait, déjà, je pouvais donc représenter donc, les montagnes. Donc, en plus, dans le milieu de l'alpinisme, je m'intéressais aux alpinistes. J'avais déjà fait donc, quelques livres sur ce sujet. Et pourquoi la montagne? Parfois, on y risque sa vie. Pourquoi tous ces alpinistes souhaitent à tout prix donc, escalader ces montagnes au péril de leur vie? Et donc, j'avais toutes ces questions en tête lorsque je dessinais. Et au fur et à mesure de l'histoire, je me suis dit que peut-être que je comprendrais mieux ce que ressentent les alpinistes. Finalement, les questions restent sans réponse, mais vis-à-vis des montagnes, donc c'est un défi à relever, le défi des montagnes. Et finalement, le processus d'escalade, c'est ce qui est important pour les alpinistes, c'est ce qu'il en ressort. Et lorsque j'ai voulu en faire un manga de cette histoire, c'est parce que donc Abu, l'un des personnages principaux, c'est plutôt un personnage rare pour un japonais, et je voulais vraiment le représenter de manière parfaite. C'était donc une motivation. Alors, ce qui est très étonnant dans ce projet, c'est que vous donnez une interprétation extrêmement crédible du sport de haute montagne. Or, vous l'avez souvent dit, vous n'êtes pas vous-même un alpiniste, vous ne pratiquez pas le sport de haute montagne. Comment avez-vous travaillé pour parvenir à cette vérité des gestes de la haute montagne, cette vérité, j'allais dire, technique? Tous les gens qui font de la montagne, qui ont lu Le Sommet des Dieux, sont épatés par la qualité de restitution de ce qu'est ce sport-là. Comment êtes-vous arrivé à ce niveau de précision et de sophistication? Voyons, sur ce point également, peut-être que je vous l'ai déjà expliqué à d'autres occasions, tous ces personnages que je représente, ou bien donc, ces univers-là, c'est des choses que je ne peux pas faire dans la vie réelle, puisque je fais des mangas. Donc, je reste à des bureaux et même physiquement, je ne pourrais pas le faire. Donc, finalement, c'est des rêves pour moi. Et dessiner, donc, imaginer des personnages, ce sont des rêves. Donc, j'ai regardé des vidéos d'alpinistes, le cœur battant. Et je voulais donc faire passer donc, toutes ces sensations, ce que j'avais ressenti à travers les mangas. Et pour ce qui est donc, des détails techniques, je me suis documentée dans des ouvrages, j'ai regardé des photographies,
des livres sur les techniques d'alpinisme. Cela aussi me procurait beaucoup de plaisir. Et j'avais l'impression, donc j'ai pu, en dessinant, avoir l'impression moi-même d'escalader ces montagnes. La représentation des corps en action est un classique, un sujet majeur pour un artiste qui dessine. Quelle relation avez-vous vous-même avec cet aspect du travail du dessin? Est-ce que le rapport au corps, c'est quelque chose qui vous passionne? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que c'est un défi? Oui, tout ce qui est donc mouvement, y compris pour ceux des animaux. Donc c'était très plaisant de faire des dessins donc dynamiques. Donc le manga, donc le geste est important, le mouvement est important. Par exemple, le mouvement des muscles. J'aimais bien, donc depuis toujours, faire ce type de dessin. Et donc cela m'a vraiment, je me suis dit, il fallait que je mette l'accent sur ces points. Et pour ce qui est du sport, je n'ai pas beaucoup l'occasion de le pratiquer, qu'il s'agisse de boxe, ces sports, des sports de macho, entre guillemets, des sports de lutte. Je ne les pratique pas moi-même, mais j'aime bien suivre des émissions de ces sports-là à la télévision. Et toutes ces tensions qui traversent les personnages, les sportifs, tout en me documentant dans les ouvrages, j'ai essayé donc de m'immerger dans ces univers. Ainsi, donc en lisant tout ce que j'ai lu, et je pense que tout cela a pu se refléter dans cette œuvre. J'ai essayé donc tous mes centres d'intérêt, tout ce à quoi j'ai pu m'intéresser. J'ai pu les transposer dans le manga. Cela fait partie des motivations aussi. Alors, Le Sommet des Dieux s'inscrit dans un registre qui est plus épique que vos autres livres. On est moins proche de la vie quotidienne et davantage dans l'esprit du récit d'aventure. Est-ce que ça correspond à un besoin chez vous? Moi, j'avance une hypothèse. On a l'impression que c'est avec ce genre de récit aussi que vous vous défoulez. C'est-à-dire que vous laissez sortir des choses que peut-être vous n'exprimez pas le plus couramment et que c'est une sorte de défoulement presque physique aussi. Tout à fait. En effet, par exemple, L'homme qui marche. Donc, lorsque je traite des histoires de scènes quotidiennes, de vie au quotidien, et finalement, un stress s'accumule parce que je me retiens dans l'expression. Donc, finalement, le stress finit par s'accumuler. Et pour essayer donc de décompresser, donc je me suis peut-être lancée, par exemple, dans la montagne, les sommets des dieux, ou bien Galoden pour le lutteur de catch. Finalement, donc dans un genre d'action, j'ai pu me libérer. Et donc, avant et après, donc il y a des œuvres d'un genre différent. Plus généralement, il me semble que cette série également contredit un peu l'image qu'on se fait le plus couramment de vous en Europe, en tout cas en France. On vous présente souvent comme le dessinateur de l'introspection, de l'intime, de la contemplation, alors qu'à moi, il m'a toujours semblé, et je trouve que c'est spectaculaire dans Le Sommet des Dieux, que vous êtes aussi un extraordinaire dessinateur, pardon de la contraction, un extraordinaire dessinateur d'action. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison? En fait, tout ce qui a été présenté en France, la première œuvre, c'était L'homme qui marche, mais au Japon, c'était avant tout, donc comme mon point de départ, c'était le hard-boiled, les genres d'action. Je n'avais pas simplement l'impression d'innover, je faisais ce que j'ai toujours fait. Plutôt L'homme qui marche ou bien le journal de mon père, c'était quelque chose d'innovant pour moi. Pour ce qui est donc Sommet des dieux ou bien le genre d'action, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc en moi-même,
tout ce que j'avais réalisé, dessiné, donc c'est dans le prolongement, donc je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de particulier. Alors vous avez évoqué les récits hardboiled que vous avez fait, vous avez évoqué en effet ce qui précède chronologiquement L'homme qui marche dans votre œuvre, et souvent ce sont des travaux que vous avez développés avec des scénaristes, et je crois me souvenir que dans l'entretien que vous avez, le livre d'entretien que vous avez réalisé avec Benoît Peters, vous avez dit que vous deviez à vos différents scénaristes de vous avoir formé en quelque sorte en vous obligeant à dessiner des choses que vous ne saviez pas dessiner à l'origine. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée et puis nous donner quelques exemples justement où la collaboration avec quelqu'un d'autre vous a amené à traiter de choses que vous n'auriez jamais peut-être pensé aborder vous-même seul? Voyons, pour ce qui est donc, lorsque je collabore avec un scénariste, donc souvent il me permet d'exprimer quelque chose que je n'ai pas au départ en moi-même. Donc c'est Kitao Natsuo, donc le scénariste, donc je collabore avec lui dès mes débuts. Et lorsque je veux entreprendre quelque chose de nouveau, souvent on discute à deux, nous disons, donc on va faire quelque chose que d'autres ne font pas. Donc dans les scénarios, nos collaborations, il y a l'époque, au temps de Bochan, donc cet écrivain de l'époque de Meiji, le contexte historique. Donc cette histoire qui a lieu à l'époque de Meiji, au temps de Bochan, c'est finalement grâce à Sekito Natsuo. Donc c'est vraiment l'histoire la plus importante à ce titre-là. Je peux également vous citer, bon ça c'était une œuvre emblématique. Alors une fois de plus, vous avez devancé mon prochain thème, puisque j'avais prévu que nous terminions notre entretien en évoquant un petit peu au temps de Bochan. Alors c'est un récit historique qui est une évocation très ambitieuse, assez complexe, du Japon à un moment décisif de son histoire, qui est l'ère Meiji, au moment où le Japon, précisément, pratiquement d'un seul coup, en quelques années, bascule dans la modernité et s'ouvre à ce qu'est alors la modernité du monde. Dans cette œuvre-là, vous faites une place singulière aux écrivains. Dès le premier tome, on est en compagnie de Natsume Soseki, immense écrivain japonais. Quel est votre rapport à la littérature et à ceux qui la produisent? Est-ce que c'est important pour vous? Quel est le type de lien que vous avez noué avec la littérature, qu'elle soit japonaise ou pas d'ailleurs? En fait, lorsque le déclic qui m'a poussé à faire cette histoire, le scénario était au point. Et il était question, donc mon travail c'était de faire les dessins, et donc tout naturellement, toute la littérature que l'on appelle classique au Japon, on l'étudie donc dans les écoles, mais Natsume Soseki, donc parmi les écrivains de Meiji, c'est l'un des personnages, des écrivains primordiaux, et l'une de ses œuvres représentatives, donc Bochan, donc il y a des passages entiers dans les manuels de littérature. Mais par contre, des mangas qui représentent des écrivains de Meiji, donc cette entreprise n'avait jamais eu lieu auparavant. Il est vrai que l'époque de Meiji, nous avons peu de photographies comme documentation. Donc il était difficile. J'ai beaucoup réfléchi, donc je me suis dit, c'est une difficulté. L'époque de Meiji, comment l'exprimer? C'était le point le plus important dans le graphisme, par rapport donc au genre d'action de hardboiled. C'était donc un des tournants.
c'était donc une œuvre qui allait devenir vraiment un tournant à ce titre-là. Vous nous emmenez avec votre scénariste dans cette œuvre à la rencontre justement d'écrivains, de poètes aussi et d'artistes qui ont façonné d'une certaine manière le Japon moderne, qui étaient des artistes passionnés et qui étaient aussi des artistes très impliqués dans le devenir de leur pays. C'était un sujet, le devenir du Japon, qui les préoccupait beaucoup. Est-ce que vous vous sentez, ou pas, d'une certaine manière, l'héritier de ces artistes-là, l'héritier d'aujourd'hui, de ce que pensaient les hommes de cette époque? Je n'ai pas du tout la conscience, je ne me prends pas pour un héritier donc, de ces héritiers, mais finalement, pourquoi je peux continuer à dessiner des mangas? C'est parce que, certainement, parmi mes ancêtres, quelqu'un aimait bien dessiner. Et il y a ces racines-là, et le fait de dessiner, il y a par exemple l'un de mes cousins, donc il est très fort en peinture japonaise, ce n'était pas sa profession. Et d'autant plus que le village d'où était originaire mon père, c'était un village de pêcheurs. Donc ce cousin était vraiment donc un homme donc, très fort, et les dessins, les peintures qu'il avait réalisées pour son passe-temps, je les admirais quand j'étais enfant. Je me disais qu'est-ce qu'il dessine bien, et je pense que j'ai subi cette influence. Donc d'un point de vue littéraire, je ne sais pas que vous répondre. Je voudrais terminer notre promenade par une image de Soseki, qui est, je crois, la dernière planche du tome 1. Soseki, dont vous faites un portrait à la fois très juste et très touchant. Et en regardant cette image, je me suis dit, mais est-ce que finalement, ce que vous nous proposez là, c'est pas en quelque sorte une sorte d'autoportrait? Peut-être qu'il y a certaines ressemblances, mais je n'ai pas voulu tenter un autoportrait. En fait, le personnage de Natsume, je voulais exprimer donc les sentiments qu'aurait pu ressentir Natsume Soseki, et cela donne cette planche et ce portrait. Merci, Monsieur Taniguchi, d'avoir répondu de façon si intéressante à cette promenade dans vos livres. Et je voudrais maintenant peut-être qu'on propose à ceux qui nous écoutent un dialogue, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour vous poser des questions, pour en savoir davantage. Donc voilà, je crois déjà qu'on peut commencer là. Monsieur, à vous la parole. Bonjour monsieur. J'ai lu... Oui. J'ai lu dans un entretien que vous aimiez regarder beaucoup les films de zombies. Préparez-vous un manga sur la question? Je ne dirais pas que j'adore les zombies, mais pour les films, j'essaye de regarder des films de toutes sortes de genres. Finalement, c'est un moyen pour moi de me changer d'air. Donc j'aime bien donc les films d'action, également mais pas spécialement les zombies. Mais parmi les films de zombies, il y en a des bons et des mauvais. C'est-à-dire des films plus ou moins réussis. Donc il y a certains films de zombies qui sont des chefs-d'œuvre, même s'il s'agit de films de zombies. Donc lorsque l'on fait des mangas, on a besoin de regarder ces œuvres de l'étranger, donc aussi bien des films asiatiques ou bien de Moyen-Orient, parce que donc, les scènes les plus intéressantes sont celles de la vie quotidienne. Par exemple, dans des films, lorsque je vois des personnes prendre leur repas, je me dis, mais que mangent-ils ? Et là, c'est un moyen pour moi, c'est une porte d'entrée sur la culture locale. Cela ne signifie pas que je passe mon temps à regarder des films, non plus.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos collaborations avec les scénaristes français comme Meubus ou Morvan? Comment ça s'est passé? Parce que c'est une longue distance, pas la même culture. C'est vrai qu'il y a eu certains problèmes. Pour l'instant, donc cela a fait que le travail a pris du retard. Donc pour Meubus, le magazine a disparu, donc il y a une interruption. Je trouve cela dommage. Pour faire, je cherche, j'espère qu'il y aura une suite. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et pour Morvan, donc l'année que j'ai passée avec Morvan, donc comme je ne connaissais pas suffisamment tout ce qui touche la France, donc il y a eu des difficultés et le deuxième volume, pour l'instant, est en suspens. Est-ce que je pourrais dessiner le deuxième volume? Je ne sais pas encore. Mais les collaborations, cela reste quelque chose de difficile. Pour le Louvre, les gardiens du musée du Louvre, que j'ai réalisé seul, les gardiens du Louvre. Mais par contre, lorsque je collabore avec un scénariste, il y a par exemple des différences de culture, également les relations avec l'édition. Donc ça, je l'ai ressenti à travers le travail. Bonjour monsieur. Souvent quand on lit votre œuvre, on remarque que les personnages principaux se ressemblent, voire même sont quasiment pareils. Quand on regarde par exemple le gardien du Louvre ou le gourmet solitaire, j'aimerais savoir, est-ce que c'est par envie de neutralité du personnage pour rentrer dans votre œuvre? Comment vous voyez ça en tant qu'artiste? Comment vous justifiez cela? Voyons, donc lorsque je suis seule à dessiner, donc je ne peux pas faire toutes sortes de personnages différents, mais lorsque on exprime quelque chose et que l'on réfléchit à l'histoire, pour un personnage qui n'a aucune difficulté à se mouvoir, finalement on se retrouve avec le même type de personnages. Dans mon esprit, je fais des personnages différents, mais finalement ils se ressemblent tous un petit peu les uns les autres, et là je suis confus que vous vous en êtes aperçu. Parce que en moi-même, je pensais faire des personnages bien différents en réalité. La question peut vous paraître un peu étrange, mais est-ce que vous avez pensé à faire un manga traitant sur les êtres divins, sur les êtres de la 5e dimension et toute la dimension invisible, mais axé sur ce sujet-là? Ou est-ce que vous restez plutôt terre à terre et ancré dans toutes les valeurs que vous avez manifestées jusqu'à maintenant? Merci. C'est plutôt difficile comme question, mais lorsque l'on veut les représenter par des dessins, tout ce qui est 5e dimension, les exprimer en dessin, c'est difficile parce que il faut, je pense d'abord avant tout à une mise en scène où le lecteur puisse ressentir quelque chose. Par exemple, tout ce que des choses que beaucoup de personnes possèdent. Je pense que l'image que chacun peut en avoir peut beaucoup varier. Donc non pas représenter quelque chose de bien concret, mais plutôt quelque chose qui évoque une image. Donc ça, j'essaie de le faire. Peut-être que je n'ai pas entièrement répondu à votre question, mais c'est un petit peu dans cette direction que je me trouve, je dirais. J'ai une petite question technique à laquelle vous avez répondu en partie. Vous avez dit que vous dessiniez seul. Mais est-ce que vous n'avez pas des assistants comme les autres mangaka? Et si oui, qu'est-ce qu'ils font? Et quel est votre contrôle sur leur travail? Voyons, les assistants, en fait, par principe, je demande aux assistants de s'occuper du décor, ce qui est en arrière-plan. Là, par exemple, je l'ai entièrement... pratiquement tout dessiné moi-même. L'arbre, c'est un assistant. Le personnage, je l'ai fait entièrement moi-même.
Et lorsque je donne des instructions à un assistant, je montre par exemple une photographie d'un décor, d'un un paysage. J'explique oralement. Donc je demande qu'ils prennent un traitement technique. Actuellement, j'ai 4 assistants en tout. Vous avez déjà un nombre assez important de volumes. Est-ce que vous avez déjà pensé à en faire une adaptation en film ou en dessin animé? Sur ce point, voyons donc, il y a le gourmet solitaire qui passe à la télévision et rencontre donc un succès assez important au Japon. Et donc, ce sera la 5e saison bientôt qui sera réalisée. Il en est question. Pour le reste, il s'agit donc d'un roman. Donc, pour Le Sommet des Dieux. Donc, c'est le roman qui sera adapté au cinéma. Et en France, il est question donc d'une animation à partir de ce manga. Mais je ne sais pas encore si cela se fera. Mais j'ai entendu parler de ce projet. Bonjour, j'aimerais vous poser une question au sujet de la documentation. Alors, lorsque vous réalisez un manga qui se déroule dans un autre endroit que votre environnement quotidien, est-ce que vous avez l'habitude de voyager ou, comme vous l'avez dit plus tôt, vous arrivez à restituer tous ces détails et seulement en vous documentant, en lisant des livres, en regardant des photographies, des films ou autre chose? Voyons, en fait, souvent, les gens sont assez surpris. Mais en fait, la plupart du temps, je suis assis à mon bureau, je dessine des mangas. C'est tout ce que je me contente de faire. Je ne voyage pas beaucoup, peut-être que 1 ou 2 fois par an. Peut-être que je vais me documenter sur place, faire des enquêtes de terrain. Mais pour donc le journal de mon père au quartier lointain, ce sont des lieux assez proches, donc je vais sur place, je prends des photos, je m'en sers pour les décors, mais il y a des lieux où je ne peux pas me rendre, par exemple l'Alaska pour l'œuvre Blanca et également le Sommet des Dieux. Bon, dans ces cas-là, il y a des textes, des photographies sur lesquelles je m'appuie et j'essayais d'imaginer. Pour Sommet des Dieux, je suis quand même allée jusqu'à Katmandou pour me enquêter. Mais certains m'ont dit, mais on va jusqu'au sommet, donc là, j'arrivais plus j'avais problème d'oxygène, donc j'ai refusé. Mais je me suis dit, jusqu'à Katmandou, je pourrais le faire. Donc jusqu'à 5000 mètres, il y a un hôtel qui s'appelle Revels View. Normalement, il était prévu que j'y aille à pied, mais j'ai annulé cette partie. Et je me dis, surtout, épargnez-moi, j'irai jusqu'à Katmandou, mais pour le reste, épargnez-moi, j'ai dit. Je peux apporter une précision à la question qui a été posée sur les lieux. Si vous allez voir l'exposition, peut-être l'avez-vous déjà vu, il y a un film qu'on a tourné, un documentaire que vous avez peut-être vu. On voit dans ce documentaire qu'on a fait ensemble au mois de novembre, on voit le lieu qui a servi de modèle entre guillemets au décor de quartier lointain qui s'appelle Koyayoshi. Voilà, donc c'est une autre manière de vous répondre. C'est quand M. Taniguchi le peut. Bien sûr qu'il s'inspire de ce qu'il peut visiter concrètement, réellement. Une avant-dernière question. Bonjour monsieur, merci infiniment pour votre œuvre. Avant de poser ma question, je voudrais également vous remercier au nom des membres de ma famille qui, à plus de 70 ans, ont découvert pour la première fois la bande dessinée et qui l'ont appréciée. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, est-ce que votre œuvre a du succès dans d'autres pays que la France ou dans les pays francophones? Je ne saurais pas vous dire si c'est un succès ou pas, mais pour ce qui est de la traduction, en Europe, il y a des versions donc en allemand, en italien, en espagnol, en croate aussi, et danois. Donc je sais qu'il y a toutes ces traductions en Europe. Pour le sud-est asiatique,
donc, à Taïwan et également en Corée du Sud. Mes œuvres sont traduites peut-être pas autant qu'en France, mais je sais que mes œuvres ne sont pas autant appréciées qu'en France. Oui, ma question, en fait, elle a surgi en voyant l'image qui est projetée actuellement. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est que cette idée de regard animal que vous avez évoqué plusieurs fois à propos de l'homme qui marche, mais aussi dans votre œuvre, est-ce qu'elle ne doit pas quelque chose au chat de Natsume Soseki? Je suis un chat, dans son roman « Je suis un chat ». Voyons, en fait, l'époque de Bochan, il était question de représenter cette époque et tout à fait par hasard, donc le personnage du chat apparaît. Il n'y a pas que des personnages humains, il y a aussi donc des animaux. Et en faisant donc intervenir des animaux, cela donne du mouvement, beaucoup de variations dans l'histoire. C'est un sujet important. Là, un chat noir, qui existait bel et bien. Donc on a pu donner une touche intéressante à l'histoire. Et en moi-même, donc représenter des animaux, les faire participer à l'histoire, c'est quelque chose d'important pour moi. C'était la dernière question pour ce soir. Alors merci beaucoup, merci à tous et puis voilà. Merci beaucoup. Je vais vous demander quelque chose. En fait, c'est...